Donc, on va commencer notre conférence, Inch'Allah. Monsieur le conseiller général, messieurs les présidents d'associations, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui pour participer à notre deuxième conférence débat sur le thème de la diversité et citoyenneté. Je tiens donc à remercier monsieur Abdelati Bentala d'avoir accepté d'animer ce débat et je remercie et souhaite la bienvenue à tous les intervenants qui ont accepté notre invitation. Que je laisserai donc le soin à monsieur Abdelati de les présenter après mon petit discours. Je remercie également tous les membres de l'association qui ont préparé cette journée et permis cette rencontre d'avoir eu lieu. Et on remercie Madame le maire qui va arriver un peu de retard, de nous avoir accordé à titre gracieux le prêt des locaux ainsi que cette salle pour animer cette conférence et fera un petit discours à la fin du débat. Et je remercie également la municipalité du prêt de matériel et sa logistique. Nous voulons par cette deuxième rencontre un échange et un dialogue entre notre association, bien que représentative de la communauté musulmane des Clés-sous-Bois, ne se définit pas comme une association communautaire, mais aspire à un réel statut d'utilité sociale et publique dans notre ville. Le dialogue et le rapprochement des cultures, le soutien scolaire, la prévention de la délinquance, la solidarité avec les associations en charge des plus démunis, ainsi que le partenariat avec la municipalité font partie intégrante de nos axes de travail. Voilà pourquoi nous avons choisi cette année un autre sujet du vivre ensemble sur la diversité et citoyenneté. Au nom de tous les membres de notre association, je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue. Je laisse donc la parole à M. Abdelati pour la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième rencontre culturelle de l'Association des musulmans des Clés. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet d'actualité qui est évoqué de façon explicite dans les débats politiques ou à travers des débats de société, comme un débat local ici. Ce sujet nous intéresse à double titre, ça veut dire que nous avons un objectif pour la séance d'aujourd'hui. Si on parle aujourd'hui de la diversité de la citoyenneté, on aimerait découvrir ou construire à travers ce débat ce que peut être une citoyenneté responsable, ça c'est le premier objectif. Et un deuxième objectif, c'est de comprendre, parce que c'est essentiellement ça, si la foi ou les revendications communautaires sont compatibles ou plutôt un moteur pour l'exercice d'une citoyenneté responsable. Donc nous avons avec nous aujourd'hui pour débattre de ce sujet et nous éclairer sur le sujet et en même temps répondre à vos questions. À ma droite, M. Omerou Maranjou Peria, sociologue de l'ethnicité et des religions, spécialiste en politique publique et management de la diversité. Nous avons Mohamed El-Faroubi, qui est président de l'association Prologue au dialogue à Versailles. Il anime depuis un certain temps des débats et des rencontres sur le dialogue interreligieux et le dialogue pluriculturel. Nous avons également à ma droite Yaya Sikou Bianca, qui est conseiller municipal à Montigny-le-Bretonneux et qui est l'auteur d'un essai, un livre, il s'appelle Un petit baobab. Un petit baobab pour vivre ensemble. À ma gauche, nous avons Frédéric Chavannes, responsable Afrique et Méditerranée de l'association Initiative et Changement. Il anime des cercles de dialogue au niveau local, à Coignères, à Trappes, à Versailles. Nous avons également Mohamed Bougafer, enseignant, auteur du livre Mieux vivre ensemble avec nos différences, la place des religions, des religieux et de l'interculturel dans l'espace public. Alors, nous avons essayé, bien évidemment, pour un peu diversifier nos intervenants, donc
On essaie d'une part de représenter la diversité dans cette estrade, mais en même temps avoir un membre féminin parmi les intervenants. Nous avons contacté Simone Veil, nous avons contacté Nassima Prudor, Malika Daif. Malheureusement, aucune d'elles n'était disponible pour cette journée. Donc du coup, nous sommes un peu désolés de ne pas avoir aujourd'hui un intervenant féminin avec nous sur l'estrade. L'année dernière, on a réussi à le faire, mais cette année, malheureusement, on n'a pas pu. Ma première question, je l'adresserai à M. Marangiou. La France est un pays qui est fort de sa tradition migratoire, mais elle a beaucoup de mal et peine à assumer le paysage de la diversité, le paysage qui la façonné. Et à chaque fois qu'on évoque ce sujet de la diversité et de la citoyenneté, on pense tout de suite au problème de la diversité. Et on a l'impression qu'il y a quand même un déficit de citoyenneté. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la diversité est en cause dans ce déficit de citoyenneté? Est-ce que ma question est claire ou est-ce que j'ai fait un grand tour pour ne rien dire? Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est ma première intervention à l'Éclé-sous-Bois et je vous remercie de votre intervention. Je dis la première parce que ça ne sera peut-être pas la dernière, si l'exercice est bien accompli. La diversité est-elle l'une des causes du déficit de citoyenneté? En 5 minutes chrono, donc je vais juste poser un cadrage extrêmement général. Il y a déjà un constat qui doit être vraiment fait, dit et redit. La France est un pays qui s'est construit au moins depuis la deuxième moitié du 19e siècle par un fort apport migratoire. Donc la France est un pays que l'on appelle aujourd'hui, dans le langage sociologique, un pays pluriculturel. Les études démographiques qui ont été faites indiquent que si on remonte à la génération des grands-parents, aujourd'hui, il y a à peu près 23% de Français, on va dire en gros un Français sur 4, a au moins l'un de ses grands-parents qui est lui-même immigré, donc une possibilité sur 4. Si on remonte à la génération des arrière-grands-parents, le pourcentage est encore plus important. Donc, contrairement à d'autres pays européens, si je reste ici dans une comparaison intra-européenne, la France est un pays qui s'est construit au plan économique, mais également au plan démographique, par cet apport migratoire. Donc de ce fait-là, la France est un pays qui vit sa diversité, avant même de la penser. La diversité, c'est un constat. Je prends cette salle, je fais une expérience dans les établissements scolaires, je vais au marché, au magasin, je vois cette diversité dans la société française. Bien sûr, il peut exister des endroits où il y a des regroupements de populations, pas forcément les plus défavorisés, puisqu'il y a des ghettos de riches aussi en France, ça on en parle un peu moins, mais globalement, cette diversité, elle est là. Donc ça, ce constat, il est très important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, globalement, nous sommes face à un discours, quand on discute sur ce sujet, qui est complètement dans le repli identitaire. Et en période de crise, il y a toujours cette tendance à opposer un nous et un eux. Il y a nous, ceux qui sont, alors on parle de Français de souche, on parle de personnes qui seraient d'ici par rapport à ceux qui seraient plus nouvellement arrivés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très flagrant et que l'on voit très fortement en période de crise. Donc cette tendance à se replier et à se penser de manière exclusive, comme si la France serait dotée d'une certaine pureté de race, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Ici, ça renvoie à une pureté d'un groupe. Donc une fois que le constat est posé, après, on peut bâtir sur cela. Si on refuse même l'idée de pluriculturalité de la France, ça va être difficile de discuter. À partir, on va dire, de ce socle de base, là, on peut poser différentes interrogations. Dire que la diversité serait l'une des causes du déficit de citoyenneté, encore faut-il préciser ce qu'on entend par citoyenneté. Habituellement, quand on parle de citoyenneté, on parle d'implication dans la cité, hein, c'est d'ailleurs le sens étymologique de la République. La République, c'est la res publica, la chose publique, et le citoyen, c'est celui qui va s'investir
dans les affaires de la cité. Ça peut démarrer par une réunion entre amis jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, en passant par des conseils de quartier, de l'investissement associatif, créer une entreprise, etc. Tout cela fait partie de la chose publique. Donc dire que la diversité serait la cause d'un déficit de citoyenneté, cela voudrait dire que ceux qui sont considérés comme des Français, nouvellement Français, ou les personnes qui auraient un lien avec une immigration, seraient la cause de ce problème d'investissement citoyen. Or, en tout cas moi c'est l'idée que je soutiens, le déficit de citoyenneté est directement lié aux conditions objectif de vie, si je puis dire. C'est-à-dire que le premier facteur qui va impulser un individu vers le haut ou vers le bas, c'est le facteur économique. Il y a un certain nombre de gens qui souffrent d'un déficit de citoyenneté parce que déjà à la base, ils ont un déficit au plan de la gestion même de leur vie parce qu'ils doivent joindre les deux bouts d'une manière extrêmement difficile. Donc c'est ce point-là qui va déterminer toutes les autres choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans certains quartiers, on peut voir une population immigrée plus importante et un certain nombre de problèmes sociaux, voire de problèmes de délinquance importants. Donc, bien entendu, il est très facile de dire vous voyez, ces populations, ce sont des populations à problème. D'ailleurs, ces gens-là, dans leur culture, ils sont comme ça. C'est un raccourci qui permet d'éviter le problème de fond. Le problème de fond, c'est l'analyse des conditions de vie, de la façon dont les gens s'en sortent ou s'en sortent pas, etc. Après, une dimension culturelle peut venir se joindre sur ce socle-là premier. Donc aujourd'hui, le problème de fond, du moins l'un des problèmes de fond qui traverse la société française, c'est le regard que cette société est capable de porter sur sa diversité, son caractère pluriculturel, pour qu'elle puisse analyser en profondeur les problèmes. Là, c'est vraiment l'introduction de l'introduction en 5 minutes. Mais tu as encore un peu de temps si tu veux développer davantage. Non, après je pourrais revenir. En tout cas, c'est très bien de savoir que la diversité donc n'est pas la cause, n'est pas en cause dans ce déficit de citoyenneté. C'est donc plutôt une richesse. Mohamed, sous quelles conditions est-ce que cette diversité devient-elle une richesse? Alors, je voudrais en même temps répondre à la question et quelque part réagir sur ce qui vient d'être dit. Puisqu'il vient d'alimenter le débat, donc il est clair que je vais puiser sur cette matière, puisque nous devons les uns les autres s'écouter et donc profiter de notre présence à tous par l'échange et donc le dialogue. Dès qu'on dit diversité, effectivement, on a en arrière-plan toute la problématique, c'est-à-dire de l'immigration, qui vient se greffer dans l'imaginaire commun qui est le nôtre. Alors, oui, le micro. Ouais, je pense qu'on m'entendait quand même, j'ai la voix qui porte, des fois certains sont pleines. Bon. Donc, lorsqu'on dit diversité, enfin, me concernant, la première des choses, c'est quelque part quelque chose, une question qui se greffe directement sur notre définition de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme? Donc, parce que l'homme, nous avons un système qui est la Terre, puis nous avons le fait de peupler la Terre, donc on connaît l'historicité de la chose. Donc au début, il y avait Adam tout seul, puis ensuite il s'est senti tout seul, et il a voulu la diversité, donc est venue la mère de l'humanité, pour ceux qui ont la foi, donc c'est Ève. De ce couple-là, bien sûr, le Seigneur peupla, donc j'ai bien sûr une approche spirituelle, donc c'est le référentiel que je choisis, mais c'est prémédité de ma part. Donc au niveau des questions, on verra bien. Alors, je disais, c'est la question de l'homme, et lorsqu'on parle de diversité, effectivement, on est quelque part confiné dans la cité. Et c'est le rapport à l'autre et le rapport au tout autre, j'allais dire, qui rentre en ligne de compte. Et donc c'est cette péréquation qui vient animer la vie des hommes. Alors, lorsqu'on observe une cité, elle a son passé, c'est-à-dire elle a son histoire, elle a son héritage, et elle a naturellement une identité. Donc une cité,
pour les physiciens, on va dire c'est un système avec son équation d'état. Le passé, elle a son présent, certes, mais aussi elle a une vision sur son passé, et puis ensuite elle a des prétentions, donc elle a un avenir et un futur. À partir de là, la notion de diversité, elle va avoir, selon le contexte, donc vous savez que aujourd'hui il y a l'ONU, nous avons la CE, donc la présence de ces instances a un effet sur la petite cité, sur la ville, sur le pays et sur le monde. Donc l'existence, donc quand on parle de la cité, on est obligé de regarder aussi à l'extérieur de manière à mieux comprendre et mieux relativiser le problème et mieux, disons, améliorer, donc prendre du recul pour essayer, tenter donc de revisiter la qualité de la relation et comment on pourrait se l'imaginer. Donc la question a été, tu me la répètes là? Oui. Sous quelles conditions la diversité devient-elle une richesse? Bon, il est clair que fondamentalement, c'est une richesse, la diversité, puisque chaque individu est, j'allais dire, il est authentique, c'est-à-dire il est unique. Et donc, dans ce part, chacun, chaque individu, chaque être humain qui est en face de moi est une richesse. Sauf que, bien sûr, le passé, comme je l'ai dit, a montré qu'il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, il y a eu ceci, mais aussi, grâce au savoir, et on le voit du temps du prophète, lors de la révélation, bien d'épées se sont faits à cause de la question relative au savoir, la curiosité, le fait d'aller apprendre, le fait de donner des bourses, comme les gens qui viennent du Maghreb, donc pour donner des bourses aux gens qui viennent, donc ce côté, cet échange scientifique et culturel peut aussi renverser, si je puis dire, la vapeur. Alors, spirituellement, ce qui importe aux gens, parce que la question, c'est un peu la question de la religion musulmane en arrière-fond, donc il faut le dire. Alors, je visite donc le Coran et j'ai été saisi par la sourate 12 du Coran, qui est la sourate de Joseph, quand Jacob va missionner ses enfants et va donc les envoyer en Égypte pour aller voir si leurs frères et leurs deux frères se trouveraient là-bas, etc. Il leur donne une recommandation, il leur dit: oh, mes enfants, n'entrez pas dans la cité par une seule porte, mais rentrez par des portes différentes. C'est hajatun fi nafsi Yaqub qadaha, donc c'est quelque chose qui n'a rien de... C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est en rapport avec ce qui va advenir, mais c'est quelque chose qui a habité Joseph, et en même temps, c'est la notion de visibilité. C'est-à-dire lorsqu'on rentre, lorsqu'il y a une communauté qui existe, si les gens arrivent en grand nombre, bien sûr, les gens de la cité ont légitimement quelques inquiétudes à avoir, sachant pertinemment que vous saviez que les tribus étaient parfaitement identifiées, la tribu d'un tel, la tribu d'un tel. Donc il y a quand même une gestion de la cité, donc il y a un regard sur la manière d'entrer dans une ville et de la respecter. Le jurisconsulte musulman, par exemple, dira sur la notion de vêtements. Alors il va dire que si tu es habillé d'une certaine manière et que tu sais, lorsque tu vas investir une cité, que tu vas générer du trouble, eh bien il est illégitime pour toi de te vêtir ainsi. Donc je suis obligé de prendre en compte la coutume donnée d'un peuple. C'est-à-dire si je suis dans le dialogue, ce n'est pas que des mots, c'est aussi le respect de la culture du pays d'accueil, si je puis m'exprimer ainsi. Et toujours dans le Coran, vous avez, s'agissant des cités, chaque cité quelque part elle a une codification. Et le dialogue devient, disons, la diversité devient une chance lorsque les populations sont instruites, c'est-à-dire de cette dimension, c'est-à-dire la codification. Je donne deux exemples simples. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, c'est Zacharie, lui, donc comme chacun sait, qu'on soit musulman, chrétien ou juif, était avancé en âge, il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile, et donc j'abrège l'histoire parce que le but c'est la cité et non pas cette chose-là, et finalement Dieu lui fait l'annonce d'un enfant. Et lorsqu'il lui fait l'annonce d'un enfant, tu me dis si je suis à une minute près pour que...
tu as déjà dépassé largement le temps. Je n'oserais pas te bénir. Je vais rester alors au seuil de la cité. Donc, bref, il y a une codification. Il faut que celui qui entre dans une cité, il faut qu'il respecte donc la codification pour réussir justement la diversité. Donc, s'il y a des questions, on verra par la suite. Merci beaucoup, Mohamed. C'est une bonne introduction. Je vais poser une question à M. Bougaffar. Vous avez écrit ce livre, Mieux vivre ensemble avec nos différences, et vous déclarez avoir écrit ce livre pour partager votre propre expérience et poser le débat sur le vivre ensemble comme processus à optimiser. J'ai bien aimé ce terme processus à optimiser, mais ma question sera plutôt sur de quel type de constat êtes-vous parti pour initier cet essai-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Monsieur, dame, bonjour, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, donc je veux juste, avant de répondre, si tu me le permets, de réagir un petit peu sur la diversité qui rime pour moi avec la biodiversité. Parce que c'est pour montrer aussi qu'il y a une nécessité d'avoir plusieurs espèces, sauf que, bon, voilà, ici il ne s'agit pas des espèces, c'est l'espèce humaine. Donc c'est... Et aussi, pour réagir, pour dire effectivement, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Mohamed Al-Kharroubi, que la diversité est une richesse, et non une détresse, voire même c'est une chance, voire une nécessité, parce qu'il y a besoin de pluralisme. On ne peut pas avoir que des clones, malheureusement, heureusement d'ailleurs, parce que vous savez, en communication, on nous dit que si tout le monde pense la même chose sur tout, c'est qu'on a besoin seulement d'une seule personne. Donc, et on ne pourra pas faire avancer la société. Si tout le monde pense la même chose, il n'y aura pas ce débat aujourd'hui, il n'y aura pas la nécessité d'organiser des débats sur le vivre ensemble. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre? C'est d'abord ma propre expérience, mais on en parlera après, parce que de toute façon, je pense qu'il est un peu long dans le débat, mais je vais insister surtout sur le processus à optimiser, et notamment une nécessité de mettre à disposition des jeunes générations, parce que en tant que prof, je vois un petit peu des jeunes qui reviennent un petit peu religieux et ils se revendiquent comme tels, et malheureusement, ils n'intègrent dans ce fait, il ne faut pas leur en vouloir, parce que c'est comme ça, c'est l'éducation, et il faut en vouloir surtout aux adultes. Ils revendiquent ce retour aux sources comme un repli, mais qui est expliqué, ce repli par justement la crise qui est de plus en plus, vous savez, les crises un petit peu d'éthique. Quand on voit un petit peu nos responsables politiques à l'échelle nationale, ce qu'ils font, il y a ce retour à soi, et malheureusement ce retour à soi, au lieu d'être une richesse, il a tendance à se renfermer sur soi. Et moi j'étais voir les textes des trois religions donc monothéistes, qui sont donc le judaïsme, enfin, on va les mettre dans l'ordre, pardon, excusez-moi, le christianisme, le judaïsme et ensuite l'islam. Et j'ai regardé aussi la troisième religion pour certains, qui est la laïcité, et j'ai vu qu'en fait, qu'il y a un dénominateur commun entre ces trois textes, enfin ces quatre textes, qui est l'humain. Donc il faut mettre l'humain au centre des préoccupations premières de ces grandes philosophies. Le processus. Le processus, pourquoi? Parce que vous savez, chacun va venir avec ses idées, mais comment faire en sorte que cette machine, qui est l'espace public, accepte tout le monde? Et notamment, normalement, l'espace public accepte tout le monde, parce que si un jour quelqu'un doit cacher qu'il est athée, ou bien doit cacher qu'il est de telle ou telle religion, c'est qu'il n'y a plus d'espace public. Donc l'espace public, justement, c'est accepter l'humain tel qu'il est, avec ses références, tant qu'il s'inscrit dans un cadre national. Je prends juste une citation de Durkheim, et Homero, donc le sociologue, me corrigera si je me trompe. Il donne un petit peu deux conditions pour qu'on vive ensemble en paix. Parce que c'est ça en fait, il s'agit de construire ensemble, vivre ensemble avec nos différences. C'est très important. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de respect. C'est même pas la tolérance, c'est le respect de l'autre. Et ça, donc Durkheim dit, pour que cette machine marche, lui il appelle ça l'intégration. D'accord? L'intégration, c'est ça.
il dit qu'il faut que la personne intègre ses propres références. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que la société soit intégrée en elle-même. Alors maintenant, il faut se poser la question, est-ce que chaque individu a intégré son propre héritage? Et c'est pour ça que j'ai trouvé, enfin j'ai cherché à dire, voilà, tu veux intégrer ton propre héritage, il faut absolument que tu ailles dans les textes et qu'ils te le permettent. Et il faut qu'entre parenthèses, que les communautés de foi ou les communautés de clubs de foot, des communautés éducatives, des communautés, il existe et tout ça, fassent partie d'un tout, et ce tout doit être intégré en lui-même, et quand on voit maintenant ce qui se passe, vous savez, avec les problèmes de cohésion sociale, des inégalités qui se creusent. Donc voilà, on pose la question, est-ce que justement la société est intégrée en elle-même? Et je donne 4 pistes. 4 pistes, parce qu'en fait ce livre-là, sur Mieux vivre ensemble avec nos différences, c'est la suite d'un autre. En fait, c'est comme Ibn Khaldun, vous savez, vous connaissez le père de la philosophie, ou de la sociologie. Ah pardon, de la sociologie, excusez-moi, oh là là, qu'est-ce que je dis. Voilà, en plus en présence d'un sociologue. Donc, il a posé l'introduction. Donc, l'introduction de la sociologie. Et il a écrit Muqaddimat Ibn Khaldun, l'introduction d'Ibn Khaldun. Donc il est resté dans l'introduction, donc il ne faut pas que je reste dans ça. Donc en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 4 C pour réussir l'éducation sans maillon faible. Vous voyez, là encore une fois. Et dans ce 4C, c'est la cohérence. Il faut que chacun soit cohérent avec ses textes, ses propres textes. Il faut que chacun soit cohérent avec ce qu'il dit à ses enfants chez lui, pour que ses enfants ne soient pas, malheureusement, déséquilibrés, avoir une éducation déséquilibrée ou avoir une double personnalité. Donc ça, c'est très important. Cohérence. Il faut que l'acte éducatif soit un acte continu. Il faut que les jeunes générations, moi j'insiste sur les jeunes générations parce que nous, ça y est, notre temps est passé, on essaye seulement de déblayer un petit peu le terrain pour les jeunes générations qui vont arriver. Donc, il faut qu'il y ait continuité. Et c'est pour ça qu'on parle de la formation tout au long de la vie. D'accord ? On a tous, d'ailleurs, si un jour on passe une journée sans rien apprendre, c'est que malheureusement on a régressé. Et la complémentarité, ça veut dire je ne peux pas tout apporter moi-même, j'ai besoin des autres aussi. Mais pour y rester un petit peu dans ça, il faut la communication et le dialogue, encore une fois que je rejoins le dialogue, entre les différents acteurs. Parce que vous savez, un processus, vous avez des facteurs, parce qu'en fait, pour faire plaisir à mon ami Abdeladé, il y a les acteurs, et là, ici, dans ce processus, je parle des facteurs dans un processus, et ici, dans ce processus, je parle des acteurs. Voilà, pour un guise d'introduction. Merci. Merci beaucoup. Ce sujet, chaque fois qu'il est évoqué, en arrière-plan, on pense quand même un peu à la foi musulmane, aux musulmans, à la pratique musulmane. Moi, la question que j'ai et que se pose tout le monde, c'est est-ce qu'une citoyenneté responsable est forcément, ou est-ce qu'elle est forcément opposée aux revendications communautaires? Donc, est-ce que si je vis en tant que musulman pratiquant, je ne serai pas un bon citoyen, ou dans ma pratique religieuse, je ne saurais être bon citoyen si je respecte en même temps ma religion et voudrais être un citoyen français. Monsieur Maranjou, est-ce que vous aurez une réponse à ma question? Il est sûr que les musulmans posent un grand problème à la société française. Non, excusez-moi, je vais m'en aller. Alors, je vais partir de l'idée développée par Mohamed Bougafer précédemment, qui m'a fait très plaisir, parce que j'entends rarement Durkheim me citer, et notamment cet aspect particulier de l'intégration, parce que dans la pensée de Durkheim, c'est pas l'individu qui s'intègre à la société. Dans la sociologie française, on parle d'intégration de la société, c'est-à-dire est-ce qu'une société déjà en soi est cohérente? C'est-à-dire on essaie de déterminer cette cohésion globale de la société avant même de se poser la question est-ce que des gens peuvent s'intégrer à un tout?
Or, aujourd'hui, on n'arrête pas de renvoyer au final les problèmes à l'individu. Donc on a tendance à culpabiliser l'individu, à culpabiliser la famille, à revenir sans cesse sur un déficit d'intégration sans se poser la question de la société de manière globale. Il n'y a pas de vie individuelle sans insertion communautaire. Ou alors j'ai dû rater quelques cours d'anthropologie lors de mes années de fac. Un individu se pense dans une communauté ou dans des communautés d'appartenance. Ça, c'est un préalable qui est incontournable. Donc parler des identités, c'est parler à la fois, d'ailleurs en sociologie comme en psychologie, on évoque les aspects individuels et les aspects méso- ou macro-sociaux, c'est-à-dire un individu se pense toujours à différents niveaux. Il se pense en tant qu'individu, en tant que moi différent des autres, dans ma spécificité, mais il se pense également dans l'insertion dans un ou plusieurs groupes. Il y a les groupes d'appartenance, les groupes de référence, etc. Il y a toute une littérature là-dessus. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des périodes, dans une période spécifique de crise de sens. Donc nous sommes à la fois dans une société qui a tendance à trop regarder dans le rétroviseur, et d'ailleurs les politiques nationaux, alors du coup qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, c'est pas ici la question de l'appartenance politique, c'est un discours global chez les politiques, a tendance à user et à abuser parfois de ce registre identitaire, le nous par rapport au eux, nos ancêtres et ceci et cela. D'ailleurs, même l'histoire qui est enseignée à l'école, c'est une histoire connotée, hein. Il n'y a pas d'approche objective en soi, il y a toujours des choix qui sont faits. Est-ce que la France s'est constituée au moment de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc ou un peu plus tard? Tout ça, c'est un débat chez les historiens, mais c'est aussi une récupération politique pour construire une idée de l'identité nationale. Or, aujourd'hui, dans cette crise de citoyenneté également, les individus ont tendance à passer à la chose publique que nous avons évoquée précédemment par le prisme communautaire. Ce qui fait qu'on a un éclatement de l'investissement dans la société. Je fais vraiment court, hein, j'essaie de vulgariser pour ne pas vous abreuver de néologismes sociologiques. Donc du coup, on est un peu dans on est à la fois chez les groupes issus des immigrations, notamment en lien avec la colonisation, dans la concurrence des mémoires. Nous sommes dans des revendications d'accès à l'égalité, etc. Donc tout le monde demande à bénéficier d'un certain nombre de droits, de jouir des mêmes prérogatives que les autres, mais il le fait, les gens ont tendance à le faire à travers le prisme du groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à des revendications qui sont de plus en plus, du coup, communautarisées. Mais ça ne concerne pas que les religions, si tant est qu'elles soient concernées. Ça concerne énormément de groupes. Donc il y a les groupes qui sont liés à des identités ethniques, noires ou autres. Il y a des groupes qui sont affiliés à des religions. Il y a des sous-groupes de la société, notamment, on l'a vu lors du débat sur le mariage gay, le mariage pour tous, etc. Donc ça ne concerne pas que les religions. Simplement, ce qui risque de se passer si les individus n'arrivent pas à transcender, c'est-à-dire à dépasser leur identité de groupe pour se penser dans ce tout qu'est la société, c'est que chaque groupe a tendance à voir le global uniquement à travers son cadre de référence à lui. Et ça, c'est dangereux. Quand je discute, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez, moi, dans mon activité professionnelle, je suis formateur et consultant, donc je fais beaucoup de formations interculturelles puisque c'est une partie de mon activité professionnelle. Et parfois, je suis face à des individus, notamment, je pense à des personnes aujourd'hui homosexuelles qui, à un certain moment, portaient des revendications d'autres groupes. Notamment, j'ai connu des personnes homosexuelles qui étaient engagées sur la défense de droits, l'accès pour des musulmans à un certain nombre de droits, dans les débats sur le port du voile, etc. Ils étaient assez engagés. Aujourd'hui,
il se positionne clairement dans un vote d'extrême droite et sur un registre identitaire et racial extrêmement marqué. Alors je ne dis pas parce que je ne dirais pas parce que c'est parce que les musulmans sont homophobes que ces gens-là, c'est pas par rapport à ça. C'est parce que il y a une radicalisation dans certains groupes homosexuels qui les fait basculer vers un prisme communautaire qui est que moi je pense être assez dangereux. Des groupes religieux, qu'ils soient protestants évangéliques, musulmans ou juifs également, puisqu'il y a une résurgence des identités religieuses dans ces trois groupes-là, principalement en France, protestants évangéliques, juifs et musulmans, on voit des discours extrêmement durs parfois sur les appartenances de groupe, le nous, le eux, et le passage à la société qui se fait uniquement en se pensant dans le cadre communautaire, avec un discours aussi sous-jacent qui est très exclusif. Donc ça, aujourd'hui, si on veut le dépasser, il faut qu'on puisse, et ce qu'a dit Mohamed Bougafer, ça a une conséquence notamment pour les groupes religieux, ici je vise directement les appartenances religieuses, dire qu'il faut placer l'humain, moi ça me parle, l'humain au centre, parce que j'ai écrit un article il y a 2 ans de cela, qui s'appelait Plaidoyer pour une géostratégie humaniste. Alors certains m'ont fait la critique sur oui, l'humanisme, le colonialisme, etc. Non, il s'agit de dire aux gens qui portent une religion qu'il faut opérer une décentration. Et là, du coup, on est dans l'interculturalité. C'est-à-dire que si j'aborde mes références religieuses en considérant que c'est Dieu qui est au centre de toute chose, et si j'opère une décentration et je pars du principe que c'est l'être humain qui est au centre du monde, c'est pas exactement la même lecture. Ça a un certain nombre d'implications. Ça veut dire que je dois revoir toute la façon dont je pose le nous, le eux, la façon de dialoguer avec l'autre, de prendre en compte sa différence, etc. Et là, les religions sont directement concernées. Donc du coup, poser l'humain, c'est le préalable qui va nous permettre de prendre en compte ce que j'appelle moi donc la dimension inclusive, puisque dans ma réflexion intellectuelle, je m'inscris dans cette notion de société inclusive, c'est-à-dire quel est le socle de base incompressible sur lequel on ne peut pas transiger, intégrité physique, morale des gens, respect de la personne, etc. Et à partir de là, comment on peut prendre en compte les différences dans la société. Et là, c'est à chacun de faire cet effort. Les élus locaux également sont concernés au premier chef, puisque parfois on a des discours d'élus locaux qui sont absolument hallucinants, du type « je ne vous connais pas parce que vous êtes de tel type d'association, religieuse ou autre, parce que je suis laïque », ou une confusion chez certains libres penseurs ou personnes se revendiquant de l'athéisme, ils font une confusion entre le fait d'être laïque et le fait de ne pas porter de religion, etc. etc. Donc ici c'est à chacun, quand on parle de l'identité et de la dimension interculturelle, c'est je dois d'abord faire le point avec moi-même, mon système de valeurs, pour être plus à même de prendre en compte cette diversité qui est dans la société. Merci beaucoup. Je ne peux pas aller plus loin parce que c'est vrai que je n'ai pas une conférence. Peut-être un complément là-dessus. Je sais que... Je pense qu'il a parlé de différentes cuisines. Je fais en bref, parce que comme j'ai dépassé tout à l'heure mon temps, je vais faire court. Donc, en quoi à la fois, c'est ça la question ? Oui, c'est ça. En quoi à la fois alimente-t-elle la citoyenneté ? Alors, pour faire court, je dirais qu'il y a une dualité entre un regard vertical et un regard horizontal. Donc, le citoyen, celui qui a la foi, donc il vit dans cette bivalence, et ça, c'est important. Alors, toujours pour faire court, je retiens juste, je vais citer un verset qui dit « Et nous t'avons envoyé comme message de clémence à l'humanité ». Donc ça c'est important, mais il faut savoir le mettre en mouvement. Parce qu'il ne s'agit pas de se cantonner à des dires, mais si on ne sait pas les mettre en mouvement, eh bien ça veut dire qu'on a desservi sa foi, ou alors sur la foi il y a un gros point d'interrogation. La deuxième des choses, sur le plan actif, sur le plan d'interaction entre les hommes, je vais faire une citation qui est connue et reconnue donc, des exégètes qui dit
en arabe, je suis obligé de dire en arabe pour la traduire, لا تقولن لشيء لا تقولن لشيء ذا باطل آتي بأحسن ثم قل هذا أكمل. Ne dis pas telle chose n'a pas de valeur, produis mieux et dis ceci est plus complet. Donc quand tu dis ceci est plus complet, ça veut dire que tu prends en considération le labeur des autres. Donc tu es déjà dans une logique de rapport avec l'autre et tu ne déconsidères pas l'action de l'autre ni la personne. Ensuite, je ne voudrais pas faire plus long que ça, je voulais dire oui. Alors concernant là, pour répondre de manière plus concentrée à la question, je vais dire le premier devoir dans la foi et la foi dans le devoir. Donc à partir de là, on peut faire tous les développements possibles et imaginables. J'aurai une réaction, mais plus tard avec mon voisin d'à côté, notre cher sociologue, c'est la question de dire je vais mettre Dieu au centre. Il va y avoir une conséquence, et le fait de dire je mets l'homme au centre, et il va y avoir une conséquence. Le problème fondamental, c'est que ce que l'on met dans l'homme, et que ce que l'on met dans Dieu, et que ce que Dieu pour toi, parce qu'il y a des gens qui se prennent pour Dieu quelque part. Il suffit qu'ils aient une certaine connaissance de la religion, et quelque part, dans leur manière de parler à leurs co-religionnaires, on a l'impression qu'ils outrepassent leur qualité d'être humain. Donc c'est méconnaître l'homme, donc il se méconnaît lui-même, et c'est pourquoi, quelque part, il a empiété sur la divinité. Voilà ce que je peux dire très succinctement, et peut-être que nombre de problèmes, il y a des gens qui parlent au nom de la religion, mais bien sûr, ils ont un grand besoin, nous avons un grand besoin, je crois que, quel qu'en soit le degré de notre connaissance, de revisiter constamment les fondamentaux qui sont les nôtres, et c'est aux croyants de faire la différence et d'apporter la démonstration, de montrer en quoi la foi produit ou accroît la citoyenneté, ou en quoi la foi serrait-elle la citoyenneté. Frédéric Chavannes, et comme j'ai dit tout à l'heure, responsable Afrique et Méditerranée de l'association Initiative et Changement. Il a une longue expérience dans l'exercice du dialogue entre les civilisations et les cultures au sein de cette ONG. C'est une ONG, Initiative et Changement? Une association. Une association, voilà. Donc, à travers ton expérience, moi j'aimerais qu'on parle un peu plus concrètement des actions qu'on peut mener, comment chacun de nous peut-il agir en citoyen responsable pour mieux gérer la diversité qui caractérise aujourd'hui la société française. Merci. Donc je vais parler un peu comme homme de terrain, puisque nous essayons de créer des espaces de dialogue en région parisienne essentiellement. Cette question de qu'est-ce que chacun peut faire, en fait il y a plein de solutions, il y a plein d'associations qui essayent de dépasser la discrimination, de dépasser les préjugés. Nous, notre créneau, il se situe sur deux plans. Le premier, c'est créer du lien individuel entre des personnes qui ne se côtoient pas naturellement. Et deuxièmement, provoquer une réflexion sur qu'est-ce qui, dans mon attitude, contribue au problème de ces préjugés, de cette distance, de ces jugements, de cette discrimination. Sur la question de créer du lien individuel, nous avons mis en place des espaces de dialogue parce qu'on se rend compte qu'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, vis-à-vis duquel on a justement des préjugés qu'on n'a jamais rencontrés, on ne sait pas comment s'approcher. On a finalement un peu peur les uns des autres, on ne sait pas de quoi on va parler. Et notre objectif, c'est d'essayer de créer un cadre qui fait que chacun se sent mis en confiance et finalement on peut parler de lui. Donc notre but n'est pas de faire des colloques avec des grandes thématiques pour essayer d'analyser les problèmes de ces difficultés de relation, mais de parler de soi. Alors nous avons adopté depuis plusieurs années, chaque année on a un cycle de rencontres avec des thèmes qui sont finalement des supports pour parler de soi. Par exemple, le premier thème il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, c'était l'identité. Et l'idée c'était qu'on commence la première séance à se dire ben, je vais te dire comment moi je me vois moi-même, que si je devais me définir dans mon identité, voilà ce que je dirais. Puis la deuxième séance c'est bien maintenant je vais te dire comment je te vois, et puis toi tu vas me dire comment tu me vois. Déjà, on va prendre conscience de ces différences. Et puis la troisième séance, ce sera quelles sont justement toutes ces différences et comment est-ce qu'on va les gérer. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a en commun. Et tout ça peut nous aboutir à une sorte de vision
créer un peu un nouveau nous, créer une société où on arrive à dépasser justement le nous et le vous. Alors ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, le deuxième thématique que nous avions abordé, c'était celui de la citoyenneté. Et on partait de questions très simples qui invitaient chacun à répondre à la première personne du singulier. Non pas des théories sur la citoyenneté, mais voilà quand je me suis senti citoyen la première fois. Ou voilà des moments où je trouve difficile d'être citoyen, où je ne me sens pas reconnu comme citoyen. Voilà, donc notre première démarche, c'est comment créer un dialogue en confiance, où on peut parler de soi, évidemment, où on s'écoute dans le respect. La deuxième partie de notre démarche, c'est, dans ce dialogue, comment réfléchir à ce qui, en nous, pose problème. Donc on n'est pas dans la revendication, on peut être dans la revendication. Je crois que des fois, il faut savoir exprimer ce qu'on ressent. On peut avoir des moments de colère, des moments où on exprime ses peurs ou ses frustrations. Mais on aimerait quand même que le fil conducteur ou l'aboutissement de ce dialogue, c'est que chacun se dise, ben finalement, moi peut-être que dans mon groupe, dans mon attitude personnelle ou dans le groupe auquel j'appartiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'aimerais donner 2 exemples. Le premier, c'est quelque chose qui m'a personnellement touché parce que je suis français de souche, moi j'aime bien dire français de la France traditionnelle. C'est le terme. Mais en fait, j'ai grandi au Maroc. Et donc, je suis lié à la colonisation par mon grand-père, qui est arrivé au Maroc en 1912, par mon père, et qui est enterré à Marrakech. Et donc, je ressens toute cette problématique parce que je suis, par mon histoire personnelle et de ma famille, complètement lié à ça. Et un jour, dans un de ces espaces, une amie, qui elle était en fait d'origine tunisienne, nous a raconté que dans sa maison, ou dans la maison de sa grand-mère, au bout du couloir, il y avait une malle qui était posée là, et dans cette malle, il y avait les effets d'un oncle qui était sur le point de se marier, et qui a été tué par un colon français à un carrefour. Et le colon français avait disparu, il y a eu une impunité totale, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de poursuite. Et donc, pour cet ami, le symbole de la colonisation, c'était cette malle au bout du couloir, avec cette mort et cette impunité. À côté de ça, bon, je ne vais pas parler de mon propre exemple, puisque mon grand-père était aussi colon. À côté de ça, je repensais au groupe de parlementaires qui ont voulu voter une loi sur les bienfaits de la colonisation. Et alors voilà, tout à coup, on voit le décalage entre 2 groupes, 2 univers, 2 pensées, 2 ressentis. Et je pense que c'est dans un espace de dialogue où on arrive à se dire ces choses-là qu'on peut commencer à créer une vision commune et à guérir ces blessures du passé. Ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième exemple, alors là, je vais me tourner plutôt vers nos amis musulmans. Ça concerne un incident que nous avons vécu dans notre association où il y avait une formation dans le milieu éducatif qui était donnée. Et nous avions parmi les participants à la formation 2 ou 3 amies musulmanes voilées, donc très ancrées et attachées à leur pratique religieuse. Et l'une d'elles était une amie assez proche et elle est venue nous dire, parce qu'un des autres participants avait apporté 2 bouteilles de cidre, donc d'alcool. Et alors cette amie assez proche est venue nous chuter à l'oreille, est-ce que ce serait possible de ne pas mettre ces bouteilles de cidre sur la table, parce que dans notre religion, enfin je pense surtout à mon amie, ça serait un peu difficile d'être à une table où on boit de l'alcool. Alors bon, ça a créé un remous dans le groupe. Finalement, pour ne pas créer d'histoire, on a mis les bouteilles de cidre de côté. Mais enfin, ça a été un moment difficile. Alors je me suis dit, mais est-ce que vraiment dans le Coran, il y a des phrases comme ça qui finalement posent problème dans une vie communautaire? Et puis, différents amis musulmans m'ont conduit vers un de leurs amis qui était un peu plus, on pourrait dire, qui avait réfléchi à ce genre de questions. Il s'appelait Mourad. Et alors lui, il m'a expliqué, il m'a dit, en fait, il faut se poser la question, il y a effectivement un verset très clair dans le Coran qui dit, si quelqu'un est là en train de boire de l'alcool, tu ne devrais pas t'asseoir avec eux, enfin, ce ne sont pas les termes exacts, mais le fond. Moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que ce verset coranique me concerne moi? Si j'ai des problèmes d'alcool, il me concerne au premier chef. Mais si j'en ai pas, peut-être qu'il ne me concerne pas, parce que si je commence à le pratiquer de façon très rigoureuse, quand je sors du travail, je ne vais pas aller prendre un pot au café avec mes collègues de travail, je ne vais pas socialiser avec eux, sous prétexte que si jamais ils prennent une bière, alors je ne veux pas être avec eux. Donc ce que j'ai aimé dans cette réponse, c'est que d'ailleurs ça rejoint un peu ma conviction, moi, de chrétien, c'est que ce qui est important, c'est l'esprit dans lequel
on vit. Et la question qui m'est arrivée après cette conversation, c'est de me dire, est-ce que les recommandations de ma foi et de ce que Dieu attend de moi que je vive vont me permettre de me rapprocher des autres ou au contraire vont constituer un obstacle? Voilà, ça c'était le deuxième exemple qui est sorti aussi un peu de ce genre de relation, de lien personnel qu'on essaye de tisser. Donc, pour terminer, ces espaces de dialogue que nous mettons en place, elles ont pour but à la fois de créer ce lien individuel et de réfléchir au point où nous avons besoin de changer nous-mêmes. Très bien. Effectivement, c'est... Bon, il n'y a pas que moi qui poserai une question, donc moi je poserai ma dernière question à mon ami Yaya, pour me rattraper un peu d'avoir dit qu'un petit bouquin, non, c'est un petit baobab pour vivre ensemble. C'est donc le livre de Yaya Sikou Dianka. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu ici, c'est dans ce livre, c'est « Savoir vivre ensemble de façon citoyenne est un art ». Moi, j'aimerais bien savoir quelle est ta recette. Donc, est-ce que tu peux en témoigner? Merci. Je vais commencer par remercier donc les organisateurs de cette belle après-midi. Je vois une salle comble et attentive. Comme d'habitude aussi, remercier peut-être toutes les personnes qui travaillent souvent dans l'ombre et qu'on ne voit pas, mais qui, par leurs actions, nous permettent de vivre des rassemblements de ce type. Alors, c'est pas facile, hein, après toutes ces éminentes personnalités, de donner un point de vue en 5 minutes, surtout que, Abdelati, tu ne m'as pas précisé si c'était 5 minutes africaines ou françaises. Africaine. Africaine, merci. Comment tu as cité ? Le petit baobab pour vivre ensemble. Moi, je suis parti d'une expérience simple. J'arrive en France pour faire des études de sciences de l'éducation, après avoir passé une enfance au Sénégal, dans un pays qui a 95% de musulmans et qui a été dirigé par un chrétien, Léopold Senghor. Donc, très tôt, dans mon enfance, j'ai été habitué à côtoyer à la fois des gens d'origine religieuse différente, mais aussi d'origine culturelle différente. Et la dimension culturelle va étayer mes propos tout à l'heure. Parce que le Sénégal, c'est comme la plupart de certains pays d'Afrique, c'est aussi plusieurs ethnies, donc plusieurs cultures, plusieurs langues, qui ont le souci de vivre dans un même espace. J'arrive en France, je suis accueilli dans la famille à Mantes-la-Jolie. Et là, j'observe aussi, comme tout sociologue, chers collègues, comment les gens vivent leur vie, alors le travail, l'école, le marché, etc. Et j'étais frappé par une certaine incompréhension entre la volonté des immigrés de s'intégrer et la difficulté de l'administration française à comprendre leur démarche. Et puis alors, moi j'écris beaucoup, hein, j'accompagne, alors ça se traduit par accompagner ces gens-là à la CAF, à l'hôpital, à la sécurité sociale, avec les histoires de polygamie, de logement, etc. Mais j'ai un principe, j'écoute beaucoup, je ne juge pas, parce que c'est très important quand on veut apporter sa contribution dans le vivre ensemble. Et puis, j'étais persuadé aussi que les immigrés que j'accompagnais avaient des compétences et des savoir-faire que j'ai essayé d'identifier. Et au soir d'une élection qui allait se présenter en 1999, les élus de la commune me demandent de les aider puisque chez ces migrants, donc d'origine ouest-africaine, ils n'ont pas la culture de s'inscrire sur les listes électorales. Et puis surtout de voter. Et c'est vrai, dans notre culture, puisque nous ne sommes pas confrontés à ces problématiques, nous n'avons pas donc de soucis, nous n'avons pas d'obligation en tout cas pour aller voter. Et alors je dis à ces élus, je leur réponds, je dis d'accord, dans ces cas-là on pourrait faire
une sorte de combine, on deal. Je vais leur demander à ces gens de s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre, mais en contrepartie, vous m'aidez pour les intégrer dans le quartier, dans la ville et dans le département. Parce que ces gens que vous voyez tous les jours, qui sont ouvriers chez Renault, éboueurs à la mairie de Paris, agents de sécurité dans nos grandes surfaces, avant de venir en France, ils sont aussi détenteurs de compétences et de savoir-faire qu'ils ont appris chez eux. Alors, il devait y avoir une quarantaine de communautés, hein, des Marocains, des Turcs, des Tamouls, des Sénégalais, des Maliens. Et quand on les voyait, tout ce qu'ils portaient sur eux était fabriqué dans des foyers, dans leurs appartements. C'était fabriqué au noir, en fait. Et l'élu a accepté le principe de construire une maison de l'artisanat à Mantes-la-Jolie, une vitrine de 100 mètres carrés, dans laquelle ces gens ont pu émerger, donc sortir au grand jour les compétences qu'ils avaient, les intégrer dans la dynamique économique locale. Je peux vous dire qu'en contrepartie, ils ont été votés et le maire a été élu. Alors ça, c'est la première recette locale. La deuxième, c'est au niveau des jeunes, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accompagnement. Moi, tout de suite après mes études, je suis musulman et j'étais engagé dans un collège-lycée privé. Et je vous rejoins, je parlais du fait religieux dans ce collège-lycée. Parce qu'un jour, il y a un gamin qui n'a pas mangé à la cantine parce qu'il est allé dire à ses parents que les fourchettes et les cuillères qui avaient servi à la cantine, donc avaient servi de la viande qui n'était pas halal. Alors moi, ce mot-là, c'était la première fois que je l'entendais en France, le mot halal. Je ne savais pas ce que c'était. Bon, peu importe. En tout cas, ça a été, au peu comme Frédéric, une belle occasion de pouvoir parler du fait religieux en France. Dans ce collège surtout. Sachant que dans la pastorale, donc dans les instances religieuses de l'école, nous avions mis en commun toutes les fêtes que nous avions ensemble. Fêtes religieuses, musulmanes et surtout chrétiennes, à l'année. Et nous les fêtions, nous les vivions à l'année. Que ce soit pendant le Ramadan, pendant l'Aïd, à Noël, tout était occasion avec le prêtre accompagnateur pour vivre donc le fait religieux dans l'établissement et pour vivre donc la spiritualité après. Et donc, grâce à cet incident donc de la viande halal, nous avons pu engager le dialogue avec les parents d'autres religions pour voir dans quelle mesure, dans l'espace donc scolaire, dans l'établissement scolaire, comment pouvions-nous nous respecter, comment pouvions-nous vivre cet espace culturel et scolaire dans le respect des consciences de chacun. Et ça, j'ai donc travaillé dans ce cadre pendant 20 ans. Ça a été quelque chose de formidable et de formateur, à la fois pour les jeunes, pour les enseignants et surtout pour les parents. C'est-à-dire que nous avons compris que ce qui était une différence pour nous, qu'elle soit d'ordre culturel ou religieuse, était en fait une énorme richesse, mais que les enfants ne savaient pas. Et l'école a été la pièce maîtresse, justement, pour permettre à ces enfants de prendre en compte toute la dimension culturelle et religieuse du vivre ensemble. Deuxième recette. La troisième. Voilà, l'avant-dernière. J'ai poussé aussi les moyens de voir comment on pouvait vivre ensemble dans le respect, donc justement, de nos origines. Ça a été dit, hein, je ne vais pas rajouter, les propos sont très clairs. Ce qui a été dit, c'est très clair. Il faut de tout. Il faut de tout ce qui a été dit pour faire la France. Sinon, ça aurait été très simple. C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé le titre qu'on m'a donné. La recette, vous voyez, ça fait comme une recette de cuisine. Il faut de tout. Du sel, pas trop pour ceux qui n'en prennent pas. Un peu de poivre. Pour nous, les Africains, il faut que ça soit relevé. Vous voyez, il faut de tout. Et alors, je voulais m'approcher des politiques. Je voulais comprendre comment tout ça marche. Puis un jour, j'ai été approché par mon maire, le maire de ma commune, de Montigny-Cotoneux, pour voir un peu dans quelle mesure, et à l'image de la ville de Montigny, comment pouvait-on ensemble apporter chacun sa pierre dans la gestion de la commune. Et alors, contre toute attente, là, ce sont mes compatriotes africains et musulmans qui vont me dire, ben dis donc, tu as quitté le Val-Fouré, maintenant tu es devenu blanc. Hein. Alors, vous voyez la couleur que j'ai quand même. Alors j'ai essayé de comprendre à travers cette phrase ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire tout simplement,
Et surtout, moi, par rapport au message que je leur lançais, c'est-à-dire qu'en France, il est possible de vivre ensemble. Et je l'ai essayé à différents niveaux, vous avez vu, économique, scolaire. En France, nous sommes obligés de vivre ensemble. On ne peut pas s'ignorer. Nous sommes obligés d'apprendre à nous connaître. Nous sommes obligés, et on n'a pas le choix, de prendre en compte que j'appelle la sphère culturelle de nos origines. Parce que je l'ai remarqué, même parmi les Africains, donc de l'Ouest africain, selon qu'on soit sénégalais, burkinabé, malien, on en parlait tout à l'heure, messieurs, il y a aussi des différences. Il y a aussi des différences. Or, ces différences, on ne peut pas les gommer. Et au nom de quoi les gommerait-on? Et là, c'est aux politiques, c'est aux responsables politiques de nous donner les moyens de pouvoir nous approprier toutes ces différences, de pouvoir comprendre toutes ces différences, de pouvoir aussi, pour que l'occupation de l'espace républicain soit une réalité, eh bien, que cette prise en compte soit réelle, avec des institutions très fortes. Moi, par exemple, je salue votre maire qui nous a donné, vous vous rendez compte, organiser une conférence sur la diversité dans une école républicaine. Il faut le faire. Ben, voilà, non mais c'est important. Ailleurs, ça n'aurait pas été possible. Donc tout à l'heure, quand vous parliez effectivement de certains élus avec des difficultés de nous accompagner, mais c'était surtout ça. Donc, le vivre ensemble, j'ai essayé non seulement de le vivre avec des recettes, que je viens de dire, mais aussi de le traduire à travers un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le petit baobab pour vivre ensemble ». Petit baobab pour vivre ensemble, parce que comme je l'ai dit dans mes propos, au Sénégal, chez nous, on a un proverbe qui dit que l'homme est le remède de l'homme. L'homme est le remède de l'homme. On ne peut rien sans les autres. On ne peut rien sans les autres. Et les autres ne peuvent rien sans nous. Donc c'est pour ça que tantôt, je l'ai martelé, je le disais, que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de prendre en compte nos différences et d'en faire des sources de dialogue, des sources de compréhension pour que la vie, pour que le pays dans lequel nous vivons soit celui aussi dans lequel nous allons apporter le meilleur de la culture pour tu me perturbes avec... donc je disais que pour que le pays dans lequel nous vivons soit celui aussi dans lequel nous allons apporter le meilleur de nous-mêmes pour que le vivre ensemble soit une réalité. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole au public. Si vous avez des questions, mais juste avant, j'allais dire, mais juste avant, M. Boughafar m'a demandé un complément d'intervention de 2 minutes. Je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai respecté moi les 5 minutes. Il n'y a pas de souci, Bon. le public posera les questions et on saura faire l'équité au niveau du timing. D'accord. Je t'en prie. D'accord, merci. Non, mais c'est juste pour réagir à ce que le sociologue Homero avait dit. Homero. Le sociologue. Il a insisté en fait sur l'importance de rapport à soi. Moi je pense qu'en fait, si on veut vivre ensemble avec les autres, il faut développer, il faut se comprendre soi-même. Ça c'est très important. Donc il y a l'importance de rapport à soi dans nos rapports avec les autres, dans nos relations avec les autres. C'est très très important. Et c'est pour ça que par exemple, j'ai parcouru je vous ai dit les 3 textes religieux, et j'ai regardé quand même qu'il y a un dialogue vertical, effectivement, c'est vrai, on en a besoin, enfin, j'ai regardé dans les 3 textes, hein, et il y a un dialogue en profondeur avec soi-même, c'est-à-dire il y a un travail sur soi, et ça c'est très important, on ne peut pas prendre le dialogue de là-haut et essayer comme ça, non, il faut d'abord l'intégrer, ça c'est très important, et après, avoir une énergie pour avoir un dialogue avec les autres. Ça, c'est très important. C'est ce que j'appelle la compréhension tridimensionnelle de la foi. Voilà, donc ça, c'est important. Et cette compréhension tridimensionnelle de la foi, pour ceux qui veulent s'engager, c'est dans ce sens que, entre parenthèses, sa religion ou sa foi ou son idéologie, qui soit laïque ou religieuse, n'est pas un frein à l'engagement citoyen, bien au contraire. On peut avoir une citoyenneté positive en étant un bon croyant. Un bon croyant ne peut être pour moi qu'un bon citoyen. Et vous savez qu'il y a urgence à s'engager. Il y a une urgence. Vous savez que vous voyez là, quand vous voyez toutes les associations, et ça je sais de quoi j'en parle, j'en ai créé pas mal, j'en crée encore,
Et je vous assure que quand on voit les associations, c'est toujours les mêmes. Déjà, c'est un public qui a un certain âge. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont partout. C'est pas qu'ils aiment le pouvoir, c'est parce qu'il y a une demande sociale qui est là, et malheureusement, il n'y a personne pour la satisfaire. Donc, ils sont obligés d'agir. Donc, moi, je pense qu'il y a urgence à donner des médailles aux bénévoles. Et je vais terminer. Mais franchement, c'est ces gens-là qu'il faut mettre normalement sur des médailles avec des... Comment on appelle ça déjà, les médailles de mérite et tout ça là. Donc, franchement, c'est eux qu'on doit mettre normalement à l'ordre du jour à chaque fois. Et je rêve d'un jour que, par exemple, ici, qu'on organise des cérémonies, que, par exemple, Madame le maire leur donne des cadeaux. Vous voyez, vous participez à créer du lien social dans ma ville. Ça, c'est très important. Moi, je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence à développer et à encourager le bénévolat. C'est tout ce que je voulais dire, parce que, voilà, merci. Vous voulez peut-être prendre la parole? Non. Vous regardez. Au fond, il y a une main et le monsieur qui est là. D'abord, un témoignage personnel. Et puis, deux grandes certitudes. Un témoignage personnel parce que j'essaye d'être croyant. J'essaye. Et j'ai beaucoup reçu d'une tante qui parlait l'arabe littéraire, qui est née en Algérie. Et j'ai connu beaucoup, quand j'étais jeune, beaucoup de musulmans grâce à elle. Le docteur Boubacar et compagnie. C'est cette transmission de foi qui m'a permis de me battre contre la torture en Algérie. Quand on est deuxième pompe, il faut le faire quand même. Et puis, ensuite, je me suis engagé au bidonville d'Athénée Carmonde à Noisy-le-Grand. Et puis, j'étais visiteur de prison à la maison d'arrêt Bois d'Arcy. Bon, simplement pour dire deux choses. C'est que je crois que l'histoire de l'humanité apprend qu'il faut être en déport de sa culture, des émigrés, pour comprendre l'autre. Parce qu'on est obligé de se poser des questions et de perdre un minimum de certitude. Il faut perdre des certitudes pour comprendre l'autre. Et c'est pas facile. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de l'autre. Et vous m'apprenez beaucoup, les copains. Vous m'apprenez beaucoup. Et quand je vois un copain comme Yaya, alors vous savez, on est prêt à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et je crois que tous les prophètes de l'humanité sont morts ou ont été exclus parce qu'ils ont été marginaux. Et ça, c'est le bidonville et la prison qui m'ont appris ça. Et puis, crise de l'identité. Alors moi, j'ai fait un petit peu de psycho et de socio. Je suis tout à fait étonné que les droits de l'homme, l'universalité, sont venus après des conflits. C'est incroyable. C'est incroyable. L'universalité des droits de l'homme, c'est venu après la Deuxième Guerre mondiale quand même. Hein. Il a fallu des morts. Il faudrait peut-être en tirer les enseignements. Dernière chose, pour faire court, vivre ensemble de différence, c'est la République. Ça, c'est Claude Dubar qui m'a appris ça. C'est vivre ensemble la République, vivre les différences. Ben, il y en a du boulot à faire. Et puis je vous remercie d'être vous-même, de rester vous-même et de m'apporter tout ce que vous me donnez. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole éventuellement? Il y a une question derrière. Tout. Salam alaikum. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, comment se passent juste vos espaces de dialogue? Quelle est votre méthode et est-ce ouvert à tout le monde? Merci. Alors oui, c'est ouvert à tout le monde. Nous avons en fait des cycles annuels de 6 séances en soirée
Le but étant que, au bout de plusieurs fois, dans la mesure où on est fidèle à ces rencontres, on commence à se connaître, on commence à se sentir plus libre de dire vraiment ce qu'on pense, il y a du lien qui se crée. Les groupes varient en nombre, mais quel que soit le nombre, disons les fois où ça marche moyennement, on est entre 8 et 12, et puis quand on a du monde, on peut être jusqu'à 45 ou 50, mais quel que soit le nombre, une grande partie de la soirée se passe en petits groupes de 4 ou 5. Parce que l'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer. Donc on ne vient pas dans un groupe de dialogue où les plus bavards prennent la parole et les autres écoutent. On vient dans un groupe où on a le temps, une bonne partie de la soirée, de parler à son voisin ou dans ces petits groupes de 4 ou 5. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions, on pose des questions en disant une mise en condition et dans une mise en contexte pour aborder le sujet qui conduit à poser 2 ou 3 questions, des questions en général assez personnelles. Ensuite, on se met en petits groupes. On a distribué à chaque participant ce que nous appelons un carnet de bord, c'est-à-dire une petite feuille A4 pliée en 2 avec les questions écrites. Et on commence par un temps de réflexion silencieuse où chacun est invité à mettre sur le papier ce qu'il a envie de dire par rapport aux questions qui ont été posées. Et cette technique, elle a un mérite, c'est qu'on ne part pas tout de suite dans la conversation avec la chose qui vous vient tout de suite à l'esprit, un peu rapide et superficielle, où, une fois de plus, ceux qui parlent vite et pensent vite ont le dessus, enfin dominent, mais où on a le temps de laisser monter de plus profond de soi les choses qu'on aurait vraiment envie de dire par rapport aux questions. Et on s'aperçoit que les échanges en petits groupes sont finalement beaucoup plus riches grâce à ce petit temps de silence où chacun écrit ce qui lui vient. Ensuite, dans le cours de la soirée, on a un retour tous ensemble sur les points forts qui sont sortis des échanges en groupe. Et puis ça se termine par une petite collation parce que les moments informels ont aussi une importance. Voilà si je peux vous dire sur la structure. Merci Frédéric. Une autre question? Madame, ici, là, devant. Je cède à la dame, alors, ok. Certains faits m'ont frappé par vos interventions. Je crois que pour nous, les musulmans, il y a l'identité propre, mais une tension entre l'identité islamique, parce que nous appartenons aussi à l'Oumma, et les identités communautaires propres aux Béninois, aux Fulani, etc. Et aussi le fait de vivre ici en France. Donc, il y a toujours des tensions entre les 3 choses. On doit décider à quel aspect de notre être on doit d'abord allégeance. Vous avez parlé de la personne avec l'alcool. Pour nous, la hiérarchie des allégeances ou des fidélités sont fixées par le Coran. On ne peut pas varier. Donc, dans notre interaction avec la France, il y a certaines limites déjà établies. Les Français, mais c'est une communauté de mutation. On est à ce moment à la poisse, on dit, de salafisme, de dérives de toutes sortes, extrémisme. Mais la France aussi est en train de se définir sans francité, si on peut dire. On est laïque mais pas homosexuel, laïque mais anticlérical, laïque mais ça. La France est en ce moment en train de continuer sa définition. L'identité, c'est quelque chose de dynamique et la diversification continuelle et obligatoire. Donc, quand on va au niveau linguistique, dans chaque communauté, chaque siècle, il y a des diversifications. L'être humain, la culture se diversifie. Donc la question n'est pas, à mon avis, l'arrivée des immigrés, mais comment la France en elle-même traite ses diversités internes. On a vu que M. Jacques Chirac, c'était avec les langues minoritaires, les cultures minoritaires. On a vu que la France n'a pas résolu le problème, établi depuis des siècles, la lutte contre le protestantisme, etc. La France n'a pas vraiment résolu ces problèmes-là. Il y a aussi la question de son propre histoire coloniale. Quel est le modèle de colonialisme qu'elle a hérité? Comment elle se voit? Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on est arrivé en France, on est obligé de vivre comme les Français. Les Français, chez nous, ils sont allés en Algérie, comme dit Fanon, ils ont essayé d'enlever les voiles. En Algérie, ils ont aussi essayé de se imposer. Donc c'est une question d'hégémonie.
toutes ces questions sont plus ou moins balayées dans le discours public. On parle d'une France unique, indivisible, uniforme, contre un bande d'immigrés mal définis. Parce que nous-mêmes, on est divisés en communautés, sous-communautés, sous-cultures très diverses. On n'est même pas intégrés entre nous déjà. Et déjà, dans leur pays d'origine, les questions d'intégration ne sont pas traitées. On a des minorités noires, minorités berbères, minorités kabyles, minorités non-arabes mal intégrées. C'est des choses à traiter aux deux niveaux. Nous-mêmes, est-ce qu'on va créer une communauté musulmane ici, sans eux, avec les Turcs, sans avec les Pakistanais? Et aussi, si la France, dans quelle direction se pointe-t-il, comme ils se définissent, en face de nous? Je pense que peut-être c'est une question qu'on peut ignorer en réfléchissant aussi le fait que beaucoup des immigrés, ils ont fait la transition de Gemeinschaft au Gesellschaft, petite communauté d'association. Merci. Merci. Essayez d'être plus court, s'il vous plaît, au niveau de vos interventions. Si vous souhaitez faire un commentaire. Merci beaucoup, mais c'est général. Hein. Madame, vous voulez prendre la parole ou poser une question? Bonjour, je ne vous donnerai pas mon nom, il est aussi compliqué que le vôtre à prononcer. Le mien, il est compliqué, oui. Bon, merci. D'abord, une petite rectification. Quand le monsieur a dit tout à l'heure qu'il donnait les religions dans l'ordre, il aurait dû commencer par le judaïsme qui existait avant le christianisme. C'est un lapsus, il me semble. Oui. Il doit savoir ça. Hein. Ensuite, monsieur a dit que, en citant des sourates du Coran, que lorsque on arrivait dans une ville, il fallait arriver par plusieurs portes et se fondre dans la population, si j'ai bien compris. Prendre les... Je ne vais pas dire qu'il fallait. Non, il était préférable. C'est la symbolique qui est derrière. Voilà. Donc je pense que c'est une des solutions à l'intégration aussi. Maintenant, je voulais vous dire que j'ai fait mienne... Le monsieur avait des certitudes tout à l'heure, moi j'en ai jamais eu. Je crois que chaque être humain doit se remettre en question chaque jour. Tout être humain doit réfléchir sur lui et doit essayer de comprendre l'autre. Il est très facile de vivre en communauté avec des gens différents. Et comme disait Saint-Exupéry, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà, je voulais être très courte, mais je vais vous reposer la même question que je vous ai posée l'année dernière. Est-ce que vous avez pris contact avec des associations juives? Merci. Bravo. Il y a une dame tout au fond là. Bonjour, salam alaikum. Je voulais juste rebondir par rapport au discours de monsieur le sociologue. Il est très bien dans la réalité, il est très bien là, il a dit, mais il est loin de la réalité. Parce que la différence, certes, existe entre chaque individu et chaque religion, mais ce qu'on nous on vit ici en France, c'est on n'a pas vraiment, nous on accepte par exemple deux exemples réels, qu'on trouve vraiment des difficultés. Par exemple, nous, Noël, on l'accepte, on le vit très bien, on le partage même avec les chrétiens et tout. Mais nous, quand on demande 2 heures d'absence de notre travail pour faire notre prière, c'est refusé. Toujours, la France est laïque, on n'a pas le droit à ça. Deuxièmement, je veux repentir par rapport à la viande halal. Vous avez dit que votre collège, ça se passe très bien. Ben, j'aimerais bien savoir si ça se passe vraiment dans tous les collèges ou les primaires. Parce que nous, on demande juste ne pas servir nos enfants de la viande. Même ça, on trouve de la difficulté. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils nous obligent à servir la viande dans les assiettes et ils disent qu'il faut que l'enfant mange de la viande. Alors, rien que ça, on trouve des difficultés. On ne parle pas d'autre chose, de la vie courante. Alors j'aimerais bien accepter la différence, mais que ça se passe dans les deux sens, pas dans un seul sens. C'est tout.
Pour être concret, pour vous donner une réponse sur la deuxième, je laisserai tout à l'heure Madame le maire peut-être parler de ce sujet, de comment ça se passe ici sur les clés, sous bois. Et pour votre première question, je donnerai la parole à Monsieur Maranjou pour éventuellement vous nous éclairer sur... Peut-être c'était pas moi le sociologue visé. C'était peut-être pas moi le sociologue visé. Alors, oui, alors il faut qu'on s'écoute bien, qu'on se comprenne bien. Effectivement, je ne suis pas dans votre réalité, mais je suis dans la mienne. Je ne sais pas pour faire de la philosophie à deux balles, hein, mais je suis très investi dans les associations. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouverez un petit ouvrage qui est en ligne qui s'appelle « Collectivités locales et associations cultuelles en droit français ». J'accompagne des municipalités, des associations musulmanes sur les questions de mosquées, de regroupement de sépultures. J'ai eu à accompagner des demandes à des mairies sur la question de l'assiette. Je pourrais vous donner copie des lettres, des modèles de lettres de gens qui veulent simplement que la municipalité, dans le cadre de la restauration petite enfance et premier degré scolaire, ne pose pas juste... Simplement ne pas poser la viande dans l'assiette, et puis des mairies qui se braquent, etc. Donc je fais de la médiation aussi, donc je peux vous dire que je suis très très investi sur le terrain. Simplement, il faut prendre acte que sur ces questions qui sont très délicates, les gens se braquent facilement parce qu'ils abordent la réalité à travers leur certitude. Alors du coup, on est vraiment sur des positions parfois très idéologiques, parfois qui relèvent d'une croyance partagée d'un groupe ou d'une conviction personnelle. C'est ça qui est difficile. Et des exemples, je peux vous donner autant d'exemples que de contre-exemples. C'est-à-dire que quand vous dites les 2 heures, etc., vous avez parfaitement raison. Dans votre réalité à vous, vous avez tout à fait raison. Il y a parfois même des dispositions qui sont prises pour faciliter les horaires des salariés, les pauses, etc. et des salariés musulmans qui ne peuvent pas accéder à des demandes qu'ils formulent. Mais je peux vous donner aussi autant de contre-exemples, c'est-à-dire j'ai eu à rédiger avec des collectivités locales des notes. J'ai aidé à la rédaction de notes internes parce qu'il y avait aussi parfois des salariés musulmans qui faisaient des pressions sur des collègues dès lors qu'une disposition était édictée par un phénomène, on va dire, de regroupement communautaire au sein d'une entité. Alors c'est là où, ici, en fait, on ne va pas ressortir de cette salle en étant tous d'accord. Simplement, il faudrait que chacun puisse relativiser. Par exemple, je ne peux pas être d'accord avec le monsieur quand il dit « nous, chez nous, c'est comme ça ». Non, on ne peut pas parler comme ça. Par exemple, nous, notre communauté musulmane, d'un point de vue sociologique, on part du principe qu'il y a une communauté... Non, il y a des communautés de foi, même chez les musulmans, même chez les sunnites, il existe des communautés de foi, et à l'intérieur de ces communautés, il y a des déclinaisons très importantes. Donc déjà, si on part du principe que non, dans notre religion, soi-disant, ou dans notre groupe, on doit voir les choses comme ça, ben, on se retrouve face à des phénomènes de pression intracommunautaire qui sont aussi néfastes que ce que la société peut renvoyer à un groupe. C'est là où il faut faire vraiment gaffe quand on se pense dans un commun. C'est là où il faut faire vraiment très très attention. Il faut apprendre à prendre de la distance et à relativiser en disant « moi, je pense comme ça ». J'ai un groupe d'affinité où on vit comme ça, mais ce n'est jamais représentatif d'un tout, d'une réalité. C'est ça qui est très important à avoir. Juste avant de vous donner peut-être la parole pour éventuellement compléter la réponse, je réponds à la dame qui m'a posé. J'ai fait exprès de ne pas répondre tout de suite parce que j'attendais un petit SMS de la part des organisateurs. Est-ce qu'ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait? Donc je vous lis le SMS. La communauté juive a été invitée à cette rencontre et à chaque rencontre interculturelle donc, du secteur organisé par Initiative et Dialogue. Voilà. Juste pour vous dire. Ok. Donc c'est pas moi qui me suis occupé, moi je m'occupe pas, moi je fais de l'animation, mais ils me confirment qu'ils l'ont bien invité.
Il y a une question qui Oui, était bonjour, posée, j'ai une madame. question, oui. Oui. Beaucoup de citoyens manifestent un sentiment d'impuissance face à des enjeux qui les dépassent. Comment peut-on les remobiliser? Merci. Alors C'est de la sociologie. Je pense qu'il est important de se reconsidérer. Comme on dit en arabe, rien n'est facile que ce que Dieu a rendu facile. Si on commence par là, on a un pas dans la réponse. La deuxième des choses, concernant le problème qui nous préoccupe, il faut prendre un point de référence, un point de chute, j'allais dire, un point de chute, qui est déterminant dans notre manière de conceptualiser la réponse. Il faut tout d'abord se considérer en point de départ, parce que sinon on va rentrer non pas dans la diversité, mais dans l'adversité. Et le verset coranique, Dieu, il y a une invitation à rentrer dans la paix. C'est-à-dire la paix est une chose chère, donc il faut que chacun s'emploie à partir de son système de valeurs à la défendre, et de la manière la meilleure. Le deuxième point, il faut avoir confiance en l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une république, il y a des hommes, et comme vous voyez, il y a un parlement qui vote des lois. Et je fais écho à ce que tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas tout régler avec la loi, c'est pas vrai. La loi, elle est là pour définir un cadre et permettre à tout un chacun, c'est-à-dire elle doit augmenter la promotion du lien social. La loi, elle est là pour faciliter, c'est un facilitateur, parce que chacun doit se tenir à une norme que la communauté nationale a définie. À partir de là, on ne peut pas dire que la loi va tout faire. Donc il faut revenir à qui? Il faut revenir à l'homme, et donc il faut réinvestir en l'homme. En clair, il faut avoir confiance en l'homme. Et tu as parlé des initiatives à partir desquelles le citoyen se redécouvre. Oui, justement, il faut être à l'initiative, il faut faire en sorte qu'il y ait des projets qui réunissent, qui arrivent. Et c'est là, on a parlé de la loi, mais en même temps, maintenant, pour la solution, il faut revenir aux politiques. Et la politique, c'est la gestion de la cité. C'est-à-dire, le génie, entre guillemets, du politique, c'est justement de mettre en mouvement, c'est-à-dire la dynamique sociale, de manière à générer du lien au travers, bien sûr, conformément à ce qui a été voté, conformément aux lois. S'il y a une loi qui doit être modifiée, c'est dans le cadre des partis politiques ou des associations, il faut porter un projet de manière à ce que cette loi soit votée pour justement renverser la vapeur. Donc nous sommes invités, justement, si nous avons une perception, c'est-à-dire optimiste de l'homme, on peut renverser la vapeur et résoudre beaucoup de problèmes plutôt que s'attaquer à chacun problème un après un. Il faut d'abord avoir une vision d'ensemble et voir comment tout un chacun peut se sentir concerné par un projet de société. Merci. Je vais juste donc 2 minutes pour un complément de réponse à monsieur. Et puis après, je donne la parole à madame le maire pour conclure et nous parler éventuellement de ce que ce sujet évoque pour vous en termes d'action dans la commune et éventuellement ce que vous attendez des différentes communautés qui sont ici pour éventuellement avoir des réponses concrètes à ce type de questions qui a été posée par madame au fond. Nous avons donc 7 minutes pour pouvoir conclure et continuer nos échanges autour d'un groupe éventuellement. Tu peux me donner ça? Moi, c'est juste... Oui, moi, c'est juste pour revenir au monsieur. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire nous. Il y a nous et vous. C'est nous tous ensemble. C'est très important. Ça, c'est... Et surtout, il ne faut pas... comment dire... Et si je peux dire je, oui. Moi, je parle je, mais pas nous. Parce que moi, je pense que quand on dit nous, c'est tous les gens ne sont pas derrière ce que... C'est important, ça. Et ça, il faut savoir que l'État est garant de l'ordre public. Et cet ordre public, ce cadre, nous devons le respecter. Et même en tant que croyants, Dieu nous le dit, Awfu bil uqud, respectez vos engagements. C'est très important. Donc ça, et ça, si on veut vraiment s'investir, vous savez, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est d'abord aller vous inscrire sur liste électorale.
il y a des échéances l'année prochaine. Allez-y fort, vous allez voir. Le jour où on va voir qu'il y a des gens qui viennent voter, qui sont noirs, blancs, tout ce qu'on veut, je vous assure que vos préoccupations, ils seront écoutées et Madame le maire le confirmera. Donc, on a un devoir, c'est un devoir, vous savez, voter est un devoir. Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Et il faut le faire, vous devez le faire avant le 31 décembre, dans toutes les mairies de votre lieu d'habitation. C'est simple. Pour s'inscrire, il faut aller avec votre pièce d'identité et votre quittance du loyer. C'est largement suffisant, ça se fait en même pas 5 minutes. Et donc ça c'est très important pour répondre à la dame sur les jours fériés. Vous savez que moi je suis fonctionnaire. Et tous les fonctionnaires, ils ont le jour de l'Aïd qui est pour Noël, ils ont le droit de prendre une journée à condition bien sûr de la remplacer parce que vous savez, par exemple moi j'ai des élèves de terminale, ils passent le bac, il ne faut pas les pauvres leur prendre les heures là. Et comment, il y a un devoir quand même aussi parce que on a ces enfants là, si y a un cours, si on a raté un cours, il faudra le rattraper. Donc moi je rattrape le cours mais je prends le jour de l'Aïd. Voilà, merci. Bien, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. Je suis arrivée très tard, mais le premier point, bien sûr, c'est pas moi qui dirais le contraire. Quelles que soient vos idées, bien sûr, inscrivez-vous sur les listes électorales, allez voter. On a des taux d'abstention qui sont énormes et c'est extrêmement grave pour notre démocratie. Donc, voilà, exprimez-vous et on vous encourage vraiment à le faire parce que c'est la vraie vie, voilà. La vraie vie démocratique qui en dépend. Autre chose, ben déjà de dire que je répondrai à la question de la dame tout à l'heure, parce qu'elle m'a un petit peu, interpellée, oui. Voilà, me réjouir déjà que ces échanges soient possibles. Bien sûr que vous êtes les bienvenus et aimer aussi donc, la façon dont vous abordez les sujets avec des sociologues, avec différents intervenants qui apportent leur éclairage. Et de dire que, heureusement, qu'on a ces possibilités-là, parce que le jour où les dialogues, ou les lieux de dialogue ne seront plus possibles dans un respect mutuel, je pense qu'on arrive à des situations de conflit. Donc il faut pouvoir garder des lieux où il y a des échanges qui se passent justement dans de bonnes conditions, c'est important. Échanger sur nos différences, toujours avec un esprit de tolérance et de respect. Nos différences, elles sont là. La France, effectivement, est un pays de tradition chrétienne. C'est comme ça, c'est notre histoire, c'est notre passé. Toutes les religions sont respectables. Moi, je l'ai dit l'année dernière, j'ai des parents qui avaient des religions différentes. Ma religion, la majorité des chrétiens ne la connaissent pas. C'est quelque chose qui m'est totalement privé. Et donc, dans la façon d'être des uns et des autres, nous, dans notre famille, on a plutôt été élevés avec une tradition de respect des autres et aussi on ne met pas en avant notre religion. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est quand les gens, justement, mettent avant tout leur religion et, à la limite, je veux dire, ça ne m'intéresse pas en premier plan. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne, c'est ce qu'elle représente, mais ce n'est pas pour moi en premier plan sa religion. Alors avec ça, ce qui me gêne aussi, c'est des signes distinctifs religieux. Et donc, vous voyez que moi, je n'emporte pas, je n'emporterai pas, je n'emporte pas en temps, même avant d'être élue, je n'emportais pas non plus. Voilà. Et là, ça rejette un petit peu sur le... Pour ces dames, c'est le port du voile, moi, à chaque fois, en tant que femme, toujours m'interroge. Voilà. Il m'interroge parce que on a le sentiment que c'est une façon de se, comment dire, de pas s'ouvrir aux autres, mais de se refermer sur soi-même ou de faire des groupes, etc. Donc c'est plus dans ce sens-là que ça m'interroge, de forme de, je dirais peut-être un peu de corporatisme. Voilà, c'est voilà, communautarisme, voilà, de communautarisme. Et voilà, c'est le sentiment que j'ai. Après, je pense que bon, il n'est pas partagé, mais c'est mon sentiment. Ça, bon, moi, je parle en tant que femme.
Au niveau, par contre, lorsque je vais dans un pays étranger, je veux dire, ça ne me dérange pas de me conformer aux traditions. Quand je suis invitée chez quelqu'un, je respecte ces traditions et je trouve que c'est la moindre des politesses. Quand on est dans un pays comme la France, c'est vrai que je pense que les difficultés qu'on a les uns les autres, peut-être, c'est de ne pas se parler suffisamment souvent. Ça peut passer aussi par la culture, hein, les échanges culturels, je pense, sont extrêmement importants. Les activités, elles ont été dites associatives, les partages en commun, partage de l'espace public, partage d'activités, etc. Je pense que ça, c'est très important pour se connaître. C'est très intéressant quand, par exemple, au sémaphore, il y a des activités qui sont organisées où, justement, il y a des échanges culturels entre les différentes ethnies, entre les différentes cultures. On a tous des choses à s'apporter. Personne ne détient la vérité, de toute façon, sinon ça se saurait. Hein. Donc, voilà. Et se réjouir de tout ça. Pour répondre à la question, parce que je vais peut-être conclure aussi, voilà, vous dire que je suis, comme je l'avais dit, très attachée aux 3 piliers fondamentaux de la République, qui sont la laïcité, l'égalité et la fraternité. Voilà, ça c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, pardon. Et ça c'est quelque chose d'essentiel. Et donc madame, vous avez parlé de la nourriture à l'école. Nous avons demandé, alors je ferai passer le message parce que je suis surprise, c'est pour ça que j'étais surprise de votre question, que les animateurs ne servent pas de viande aux enfants qui ne souhaitaient pas en manger. Donc si le message n'est pas passé, on le refera passer. Par contre, il n'a pas été prévu de menu particulier. Nous avons uniquement les PAI, c'est-à-dire pour les enfants qui ont des allergies, hein, donc des menus spéciaux, mais il n'y a pas de menu particulier. Par contre, si un enfant ne veut pas manger de viande, j'allais dire même d'autres choses, nous avons demandé aux animateurs de ne pas obliger un enfant à manger et respecter ces consignes. Donc je les referai passer dans le cas où le message ne serait pas suffisamment clair au sein des animateurs qui encadrent les enfants à la cantine. Voilà. Merci. Merci pour votre attention. Est-ce que je peux poser une question à Madame le maire? Une seule question. Toutes ces personnes, toutes ces femmes, à l'époque de la colonisation de l'Afrique du Nord, les femmes de l'Afrique du Nord, elles étaient beaucoup plus voilées que maintenant. On ne voyait même pas son œil, la femme. C'était pas bizarre à l'époque. Le hasard a fait que la femme arabe est venue en France avec le mari et bon, elle s'est voilée. Mais elle ne s'est pas voilée comme sa grand-mère, ni comme sa mère. Juste un foulard sur la tête. On a trouvé ça bizarre. Mais tant d'années qui sont passées du colonialisme en Afrique du Nord, nos femmes, elles étaient voilées entièrement, presque. Personne n'a rien dit. Elles étaient acceptées. Tandis que maintenant, c'est devenu bizarre. Alors j'aime bien savoir pourquoi c'est devenu bizarre. Merci. Alors, non, c'est le voile qui est devenu bizarre. On va essayer. S'il vous plaît, juste parce que l'objet de cette réunion n'est pas de faire des questions-réponses ou des débats sur le voile, je préfère que Madame a dit, il y a des choses qu'on ne comprend pas, la dame à côté avait un droit de réponse. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que une fois que nous sommes en train de boire un thé, convivialement, parce que c'est l'état d'esprit de cette rencontre, que vous puissiez échanger, que vous voyez Madame le maire et que vous échangez sur cette question. Et je préférerais, monsieur, que ce soit une femme qui parlerait du voile, sincèrement. Je préfère que ce soit les femmes qui parlent du voile et pas les femmes. Comme ça, parce que vous prenez tous les arguments que vous voudrez, peut-être vous ne me convaincrez pas. Mais si une femme parle, peut-être que ça peut se valider. Voilà. Merci à tous et à toutes de votre présence. C'est votre présence qui a permis à cette réunion, à cette rencontre, d'être un succès, je l'espère en tout cas. Et j'espère que nous avons lancé peut-être
un débat sur le sujet. Et je vous laisse continuer autour d'un thé, c'est beaucoup plus convivial. Voilà. Derrière, vous avez un stand où il y a les 2 livres donc, de Mohamed Bougafer, Mieux vivre ensemble avec nos différences, et un petit baobab pour vivre ensemble de Yaya Sipo Dianka. Voilà. Et ceux qui veulent participer à des cercles de dialogue, ils peuvent contacter notre ami Frédéric. Voilà.